Mais comme c'est soutenu par l'État, comme ça rentre dans le cadre d'une stratégie nationale, c'est efficace et efficient parce qu'on lui met à sa disposition tous les moyens dont il a besoin pour développer son laboratoire, pour demander, par exemple, mettre des jeunes sur des programmes de recherche sur lesquels, et peut-être les inviter après dans son laboratoire ici. C'est comme ça qu'on transfère la technologie. Personne ne va vous dire, vous dire, sauf si vous achetez, comme les Chinois, si vous avez assez d'argent pour acheter, ça peut être une condition en disant, j'achète 100 Airbus pourvu que vous les montiez en Chine avec nous, avec nos ingénieurs. Mais nous n'avons pas cet argent. Donc, pour moi, la diaspora est essentielle dans le développement futur du Cameroun. Et je souhaiterais vivement que vous en preniez, mais vous le savez probablement, et que vous en preniez encore éminemment conscience, parce que ce n'est pas une diaspora dispersée. Moi, je ne crois pas à ce qu'on est en train de, après beaucoup de protestations de faire du Cameroun. La diaspora, vous n'êtes pas des quémandeurs, vous n'êtes pas des mendiants, vous n'avez pas besoin d'être assistés. Vous voulez simplement qu'on crée des conditions, qu'on libère les énergies, les espaces, et vous donne la possibilité d'exprimer vos talents. Et donc, personne ne veut être assisté, ou bien on donne un bureau de... Non, si vous arrivez au Cameroun, vous dites que vous êtes chercheur, que très rapidement, si c'est une université, qu'on crée l'espace qui va vous permettre d'accueillir le projet que vous voulez faire. Si vous êtes industriel ou dans le monde des affaires, que vous ayez un guichet où au bout de 48 heures, votre entreprise peut être créée et les facilités qui vont avec, etc. Je termine en disant, regardez, nous devenons de plus en plus sous-industrialisés. Nous étions le premier pays industrialisé de l'Afrique centrale, et même de l'Afrique subsaharienne francophone. Nous étions parmi les premiers avec la Côte d'Ivoire. Même si le Sénégal n'avait pas notre niveau d'industrialisation. Qu'est-ce qui nous arrive? Pendant les années de crise, les entreprises sont parties. Mais il y a un déséquilibre territorial de l'industrialisation du Cameroun, dû au fait que quoi? Nous avons une politique non incitative et dont la fiscalité n'est pas pensée. Comment voulez-vous, pourquoi voulez-vous que moi, je laisse Douala pour aller créer mon entreprise à Maroua ou à Roussel, à 1500 km, alors que je sais que je vais transporter ma matière première par train jusque là-bas, et que ça va renchérir le coût de production. Donc tout le monde reste à Douala agglutiné. Mais dans le cadre d'une politique, et du même coup, vous avez la paupérisation de ces régions-là, et qui donc devient un terreau tout à fait propice pour tout ce que nous entendons. Parce que vous n'avez aucune industrie. De l'extrême nord, c'est-à-dire de Kousséri jusqu'à Ndandé, il n'y a pas une usine. Pas une seule. J'étais à Garoua il n'y a pas longtemps. Une des rares usines qui était une usine de production de savon, je crois que c'était un privé qui avait fait ça, il a dû mettre la clé sous le paillasson. Parce que les intrants, les coûts de facteurs sont tels qu'ils ne peuvent pas être rentables. Or, vous ne pouvez résoudre cela que si vous avez une vraie politique d'aménagement du territoire. Et la politique d'aménagement du territoire veut dire que vous ne pouvez pas avoir une fiscalité standard pour tout le monde. Si je veux qu'un industriel camerounais investisse à Kousséri ou à Maroua, si dans sa filière industrielle, le niveau d'impôt est à 10%, je dois le mettre à 2%. Sinon, il n'investira pas. Et, or, je peux d'autant plus le faire que si nous avions une bonne politique d'aménagement du territoire, Kousséri est quoi? Kousséri est en face de N'Djamena. Bon, disons, il y a 2 ou 3, 5 km. Il n'est pas plus. N'Djamena n'arrive pas pour l'instant jusqu'au pont. Ça veut donc dire que si nous étions un pays organisé, l'essor économique, disons le frémissement économique du Tchad dû au pétrole devait nous profiter. Parce que nous aurions dû nous positionner à Kousséri de façon à pouvoir capter les retombées justement du développement économique du Tchad. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous ne réfléchissons pas. Ou on réfléchit, ou je ne sais pas moi. Enfin, bref, je constate que ce n'est pas fait. Donc il y a une variété infinie de solutions. Je vais arrêter là, vraiment, je m'excuse d'avoir été long. Vous parlant pour la première fois, je pensais qu'il fallait faire le tour de l'affaire. Maintenant, je suis tout à fait ouvert à vos questions. Et comme il a dit, ne m'épargnez pas. Et donc, me poser y compris les questions les plus embarrassantes. Je sais qu'il y a des questions comme pourquoi tu es entré au gouvernement, pourquoi tu en es sorti. Et si vous voulez, posez-les. On va en discuter. Donc, il n'y a aucun problème. Merci. Vraiment, merci beaucoup, professeur, pour cet éclaircissement qui, ma foi, déjà moi, j'en perds le nord parce que c'est tellement surprenant. Et en fait, c'est pas que
les gens ne soupçonnaient pas déjà, mais avec vos précisions et vos détails, ça devient encore plus flagrant, en fait, ce qui se passe. Et tel que je me sens, je ne sais pas si c'est comme ça que les autres se sentent. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses que je croyais savoir, mais qui m'ont maintenant mis à un certain niveau. Je pense que nous allons passer déjà à la deuxième phase, comme j'annonçais au début. C'est-à-dire que nous allons donner la parole, n'est-ce pas, vous donner la parole. Si vous avez des questions, vous les posez. Alors on va essayer d'être vraiment, faire ça dans la discipline. Moi, je suis sûr que ça va très bien marcher. Donc vous posez vos questions, vous donnez l'occasion au professeur de vous répondre, et on va faire ce jeu-là pour un certain temps, et on va continuer. Donc voilà déjà, première question, s'il vous plaît. Oui, ça me va. Oui, je suis aussi très impressionné, comme toi, n'est-ce pas, de la véracité des faits, tels que décrits par le professeur. C'est vraiment très alarmant. Excusez-moi, je prends quelque chose pour noter. Oui, je dirais que les faits sont très alarmants et très, très crus. Parce que vous épluchez la situation du plus bas niveau au plus haut niveau, et vous touchez presque tous les secteurs. Et le diagnostic est vraiment super. Et il y a des exemples, comme la Chine, que vous avez bien pris, et on comprend très bien le principe de développement de la Chine. C'est la diaspora, essentiellement. À 98%, c'est la diaspora. Et il y a des exemples, comme vous avez pris par-ci, par-là, qui sont manifestement, n'est-ce pas, le résultat de la diaspora. Et pour le cas typique du Cameroun, c'est encore plus grave parce que, comme vous l'avez aussi très bien constaté, c'est un pays qui est, je dirais, un pays choisi par Dieu, parce qu'il y a toutes les valeurs. Il y a toutes les valeurs dans ce pays. On ne comprend pas pourquoi rien ne change. Rien ne change justement pas. On ne sait pas pourquoi. Et comme vous avez quelque peu dans votre propos signalé une sorte de volonté politique. Et je dirais que c'est essentiellement ça. Parce que au niveau de la diaspora, si vous interrogez tous ces experts, les ingénieurs, toutes ces personnes qualifiées, capables, tout le monde veut faire quelque chose pour le Cameroun. Là, c'est un constat très, très clair. J'en ai discuté avec eux. Moi, particulièrement aussi, j'ai eu à tenter des choses au niveau du Cameroun. Ça n'a pas marché. Pourtant, tout était presque réuni pour que ça marche bien, puisque je ne suis pas allé en naïf. Je suis allé en quelqu'un qui connaît un peu bien le Cameroun, où j'ai impliqué le ministre, j'ai impliqué tous les directeurs, j'ai fait tout. Et tout le paquet était là. Je suis quitté d'ici avec 15 personnes, 15 experts. Nous sommes allés, on a fait 2 semaines à l'hôtel. On a fait 2 semaines au niveau de l'hôtel, on a tout géré, tout façonné. Le projet, c'est un projet gouvernemental, très très bien. Et puis ce projet n'a pas encore pris corps. Ça a déjà, d'une manière ou d'une autre, débuté par sa fondation. Ce qui fait que nous sommes au tribunal pour l'instant. Donc, et il y a tellement, et avant d'y aller, il y a tellement de situations pareilles. Donc, ça veut dire, je ne veux pas être très long, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est juste un constat pour compléter votre analyse, qui est déjà très pertinente. Donc, merci beaucoup, n'est-ce pas? C'est vraiment, c'est une très bonne prise de position qui est bienvenue, n'est-ce pas? Maintenant, je vais prendre la liberté, n'est-ce pas, d'arrêter d'abord à ce niveau-là, parce qu'à tout moment, on pourra revenir là-dessus, mais je pense que nous devons passer aux questions où on devrait donner l'occasion au professeur, n'est-ce pas, peut-être de développer des points qu'il n'a pas. Excusez-moi vraiment. Voilà, très bien, merci. Donc. Et donc, on va passer aux questions vraiment. Donc, si c'est des remarques, elles sont toujours bienvenues, mais essayez de rester bref, n'est-ce pas, parce que, vous savez, on est là depuis longtemps, on veut utiliser le temps de la manière la plus efficace possible. Donc, le monsieur, oui, s'il vous plaît. Oui, merci, professeur. Ce matin, c'est l'honneur d'être à vos côtés. Je vous trouve très accrochant
question est simple. Si jamais vous êtes président du Cameroun, serez-vous toujours le même type aussi approchable? Est-ce que vous entendez bien? Bon, je peux essayer de répondre parce que il y a forcément il y aura forcément une dimension spéculative ou prospective, hein, parce qu'on imagine quelque chose, on s'imagine un endroit où on n'est pas encore, donc on ne sait pas très bien comment ça se passe là. Je vais vous dire très franchement, probablement comme beaucoup de personnes, j'essaye de ne pas changer. J'ai aujourd'hui 60 ans. On vous a dit que je suis né en 1954. Et donc je ne vois pas pourquoi sur peut-être la dernière ligne directe, peut-être un peu plus de ma vie, je mettrais à jouer à je ne sais quoi. Si vous voulez, la fonction peut elle-même générer des barrières qui sont protocolaires. Mais pour le reste, franchement, il me sera difficile de changer pour essayer d'ailleurs de ressembler à quoi ou à qui, j'en sais rien. Donc, non, je pense d'ailleurs, pour vous dire très franchement, que le projet que nous voulons pour le Cameroun de demain est tellement exigeant que si vous voulez le voir réalisé, vous ne pouvez pas vous permettre cette espèce de distance monarchique vis-à-vis de... Ça veut dire parce qu'il faut aller vers les gens, d'ailleurs il faut être présent. Parce qu'une des choses peut-être qui font la différence entre les pays où les choses se font et ceux où les choses se font moins, c'est précisément que ceux qui sont en charge vont voir, demander des comptes. Et vous, si vous allez voir et demander des comptes, vous ne pouvez pas vous permettre de créer des barrières avec les gens, vous êtes obligé d'être en contact. Donc moi, je ne joue pas. Je ne vais pas être long pour vous donner... Moi, j'ai fait ma campagne en 2013, la campagne électorale que nous avons faite, en allant vers les... Vous savez, sans moyens. Nous n'avions aucun moyen. Je vous assure, on n'avait pas de moyens. On nous a prêté après tous les moyens du monde, mais j'ai dit, si Dieu pouvait vous entendre et que la prochaine fois, tout l'argent que vous nous prêtez là, ça arrive, vous allez y voir. Parce qu'on a fait une campagne, parce qu'on est allé vers les gens. Pour une fois, pour la première fois, ils voyaient les dirigeants politiques venir vers eux dans les marchés, dans la boue, dans les marécages, sous la pluie, à Douala ou à Yaoundé. J'ai lancé ma campagne à Yokadouma, à 830 km de Yaoundé. Pour y aller, je peux vous assurer que ce n'est pas une balade, machin. Donc, vous parlez aux gens. On veut connaître les gens. Et puis, je termine simplement pour vous dire, sans dire que je suis parfait. Nous essayons simplement de faire du mieux que nous pouvons. C'est que si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire la politique. Ça, c'est ma conception. Si vous n'aimez pas l'être humain, vraiment, il ne faut pas faire la politique. Parce que je crois qu'il y a une empathie qu'on doit avoir envers les gens pour faire la politique. Parce que sinon, je parle pour moi, sinon je ne comprends pas le sens de la politique. Parce que souvent, les gens m'interrogent, si je suis président aujourd'hui, vous voulez me donner des milliards, qu'est-ce que j'en fais, moi? Qu'est-ce que j'en fais si j'ai des milliards? Qu'est-ce que j'en fais? Je suis à 60 ans, j'ai ma maison, qu'est-ce que je fais de ça? Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si je pose un acte, même dans ma vie, même sans être homme politique, dans ma vie de tous les jours, si je pose un acte qui peut me permettre de voir le sourire sur le visage de quelqu'un, je suis heureux, mon bonheur, c'est là-dedans. Alors donc, je ne vois pas pourquoi je fais des paris. Merci. Bonsoir. Moi, particulièrement, je ne suis pas impressionné par votre discours parce que je vous suis un peu plus longtemps. Le parcours politique, en fait, jusqu'à l'histoire de Bakassi. Et j'ai presque 3 ou 4 questions qui me perturbent un peu la tête. La première question est de savoir, est-ce que vous avez déjà démissionné du parti des Flandres? Parce que sur la concrète, vous n'avez pas encore fait un discours légal ou un papier. Et la deuxième question, qu'est-ce que vous répondez à Mme Founi qui a déclaré dans des médias interposés que vous êtes là pour diviser entre les juifs du Cameroun qui sont des Bamileke parce que vous étiez membre influent du parti au pouvoir. Et la troisième question est, cette question, tout à l'heure vous parlez de la diaspora, vous étiez membre influent, membre du gouvernement camerounais,
Pourquoi n'avez-vous pas posé ces questions à vos supérieurs et aujourd'hui revenir avec un discours radical? Et la quatrième question, pourquoi avez-vous choisi le Quai de France? Est-ce que ça a à voir avec un partenariat ou un soutien? Donc voilà, c'est ça. Donc merci beaucoup. Et ça, c'est, vous voyez, c'est vraiment, c'est ça, c'est ce qu'on parle, c'est ce dont on parlait au début. Ayez la liberté, sentez-vous libre de vider vos sacs, parce qu'on ne va pas sortir d'ici avec des sacs pleins. Donc, première question, est-ce que j'ai déjà démissionné du Parti des Flammes? Donc, vous partez de la présomption que j'ai déjà été membre. On ne démissionne pas d'un parti dont on n'a jamais été membre, sauf si c'est quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais, monsieur. Et si vous suivez l'actualité camerounaise, vous saurez que à une émission où, parce que les gens ont absolument voulu, ils auraient tellement été commodes de dire il était du Parti des Femmes et là il a démissionné. Je suis désolé pour vous, j'en ai jamais fait partie. Et je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique avant le MRC. Jamais. Alors, du coup, je crois que je dois avoir un don d'ubiquité. On m'a dit que j'étais au SDF. Et maintenant, on dit que je suis Parti des Flammes. Alors, si je peux avoir été à la fois au SDF et au Parti des Flammes, tout ça en même temps, c'est extraordinaire. Non, je crois que vous pouvez et vous avez tous les moyens de vous renseigner à bonne source. On viendra à Mme Pauline parce que Mme Pauline n'a jamais dit ce que vous avez dit. Mais oui, ça dit que j'étais membre influent du Parti des Femmes. Mme Pauline ne peut pas dire ça parce que c'est la vérité. Mais je commence donc par le premier. Je n'ai pas démissionné parce que je n'étais pas membre de ce parti. Donc je disais qu'à une émission, M. Grégoire Ona, donc je peux citer son nom, qui est secrétaire général adjoint du RDPC. C'était cette émission, je crois que c'était sur Canal 2 ou sur Vox Africa. Oui, ou STV. Voilà. Où on lui a dit que oui, voilà. On prétendait que j'étais du RDPC. C'est lui-même qui dit non, on aurait voulu que ce monsieur soit avec nous, il n'a jamais voulu accepter. Et puis pour ajouter dans votre moulin, vous avez quand même complété que vous n'avez jamais fait partie, vous étiez l'un des rares ministres de la République qui n'a jamais milité pour le RDPC. Oui. Pendant que le parti est en campagne, M. Campton n'a jamais milité pour le RDPC. Oui, et c'est vrai. Vous complétez. Merci. Oui. Merci. Donc je pense que, bon, c'est bien, vous me donnez l'occasion peut-être de parler sur cette question-là pour les autres. Mais si vous êtes vraiment sérieux dans votre question, je dis non. Et vérifiez. Je n'ai jamais, puis comme il dit en plus, je vais plus loin, je n'ai jamais été jamais battre une campagne. Jamais. Que ce soit celle de 2011 ou celle d'avant, ou celle de 2004 ou celle d'avant. Jamais. Donc, parce que vous pouvez même ne pas être membre d'un parti, être sympathisant, aller battre campagne avec eux, je ne l'ai jamais fait. Alors d'où vient-il qu'on veuille absolument me coller? Je peux même comprendre qu'on dise qu'en 92, les gens croyaient que j'étais du SDF parce que j'étais dans l'Union pour le changement, c'est-à-dire ceux qui avaient soutenu la candidature du Fronti. Mais moi, je n'ai jamais été membre, même pas sympathisant, ni du SDF, ni encore moins du RDPC, ni d'aucun autre parti politique avant le MRC. Et la classe politique le sait, et je cite le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Je ne cite pas un militant quelconque et tout. Donc je crois qu'il faut que cela soit clair. Et si vous avez des doutes, vous avez toujours le moyen de vérifier partout, y compris au comité central du RDPC. Je crois que si j'en étais membre, ça se saurait. Donc je ne peux pas démissionner de quelque chose dont je n'ai jamais fait partie. Madame Foning a dit, dans ce que vous avez dit, ce qui est vrai, c'est que Madame Foning a dit que je divise la communauté. Ça, c'est vrai. Mais elle n'a pas dit que j'étais un membre influent de RDPC. Maintenant, je dis non. Elle dit que justement, en créant un parti politique, je divise les Bamileke. Et ce n'est pas nouveau. Parce que, bon, je ne vais pas ici rentrer dans ce que... Mais un journal qui paraît à Douala, qui s'appelle Ouest Littoral, dont on peut établir aussi des relations avec les... Moi, je ne suis pas là pour faire des commérages, avait déjà tenu le même discours. Mais je n'ai pas à répondre. Je n'ai pas à répondre. Pourquoi voulez-vous que je réponde à cela? Parce qu'avant moi, il y a combien de Bamileke qui ont créé des partis politiques? Pourquoi ça n'a jamais posé de problème? Pourquoi on n'a jamais dit qu'ils divisaient la communauté? Pourquoi? Il y a eu l'UFDC, il y a eu tant de partis politiques. Il y a même l'UMS aujourd'hui, qui a été membre du SDF, vice-président de l'Assemblée nationale. Cher monsieur, pourquoi quand on pose tant de problèmes? Pourquoi? Jusqu'à mon existence, ça pose problème à ce point-là.
J'étais parti, vous étiez membre de la mangeoire. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire la mangeoire? C'est le Cameroun. Non, parce que c'est un mécanisme qui existe depuis des années. Depuis ma naissance, on dit. Oui, non, il ne faut pas, parce que je crois que ça n'est pas une réponse. Je crois que je respecte notre capacité à réfléchir. J'y attache beaucoup de prix. Donc vous ne pouvez pas venir, il faut, à mon avis, hein, vous ne pouvez pas simplement dire non, c'est parce qu'on dit ça au Cameroun depuis que je dis. Non. Pour le respect que j'ai pour vous, je voudrais que vous formuliez votre propre jugement. C'est pour ça que je dis souvent, même au village, que quand je pose une question, ne me dites pas que la tradition c'est comme ça. Si c'est la seule réponse, ça ne me satisfait pas. Oui, que c'est comme ça. Non, est-ce que vous pouvez me dire autre chose que de dire que c'est comme ça? Non. C'est pas parce que tout le monde utilise le terme mangeoire au Cameroun. Moi, je voudrais que vous preniez les hommes politiques ou la classe politique au Cameroun en prenant l'itinéraire de chacun. Prenez l'itinéraire de chacun. Et appréciez chacun à la lumière de son itinéraire, de son parcours. Moi, je n'étais pas dans la rue avant d'entrer en politique. Je n'étais pas dans la rue avant d'être appelé au gouvernement. J'étais déjà professeur agrégé, comme il a dit, personne n'est allé passer le concours à ma place. J'étais avocat au barreau de Paris, ce n'est pas le gouvernement qui m'y a mis. Depuis 88. Oui. Donc je crois qu'il faut que nous soyons un peu sérieux. J'ai travaillé pour des gouvernements étrangers. On vous a dit que j'étais commandeur. J'ai été commandeur de l'ordre du Niger avant d'être commandeur au Cameroun. On ne me donne pas commandeur parce qu'on a vu que j'avais de beaux yeux et en passant le Niger m'approche une médaille. Il faut respecter les parcours des gens. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas distinguer le vrai du faux. Il faut que nous soyons en mesure de faire la distinction. Maintenant, après, on peut toujours discuter de pourquoi tu es entré au gouvernement et qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais au gouvernement. Ça, c'est un autre sujet de discussion, ça peut être intéressant. Et si nous, au Cameroun, nous en sommes réduits à croire que dès qu'on est au gouvernement, on est à la mangeoire, c'est triste. C'est triste. Parce que si vous êtes au gouvernement et vous recevez votre rémunération de membre du gouvernement tel que c'est fixé, et vous faites votre travail, pourquoi on vous le reprocherait? Mais en revanche, si vous avez distrait des fonds publics, et si c'était mon cas, je crois que je ne serais pas à Berlin aujourd'hui en train de vous parler. À ce moment-là, ça pose problème. Vous devez rappeler que vous êtes blanc comme neige. Donc, je crois qu'il faut que nous approchions les choses un peu sérieusement. Parce que l'argument trop facile, vous êtes à la mangeoire. Ça, c'est bon pour ceux qui étaient affamés. Ça, c'est bon pour ceux qui étaient affamés, cher monsieur. Moi, je ne l'étais pas. Je vous le dis en toute humilité, mais je ne l'étais pas. Et au gouvernement, je n'ai pas perçu un franc de plus que ce que ça à quoi j'avais droit. Et je peux même vous dire que les avantages auxquels j'aurais dû avoir droit, je ne les ai pas eus au gouvernement. Vous comprenez? Alors je ne vais pas me mettre ici, je ne vais pas pleurer sur mon sort. Je dis simplement que je me tiens comme un homme digne. Et je voudrais qu'on me juge pour ce que vous m'appréciez, pour ce que je suis, et non pas parce qu'il y a des catégories qu'on colle tout le monde. Les journalistes camerounais, par paresse intellectuelle, disent la mangeoire. Mais vous devez faire votre propre opinion. Donc, moi, ça c'est le truc. Donc, Mme Foning me dit que j'ai divisé la communauté Bamileke parce que j'ai créé un parti politique. Je vous rappelle que M. Amenim Bialé, avant de créer l'UNDC, avait été un haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Ça n'a jamais posé de problème. Et vous me parlez de mangeoire. Je vous ai dit que le président de l'UMS, de l'Union des mouvements socialistes, maire de Bafang, aujourd'hui, était vice-président de l'Assemblée nationale. La mangeoire, c'est seulement au gouvernement. Mais ça n'a pas posé de problème, ça ne pose pas de problème à qui que ce soit. Non, soyons sérieux. Prenez les gens sur les faits, sur les actes, appréciez leur parcours, appréciez ce qu'ils font, appréciez ce qu'ils disent. Et si on a un problème à me reprocher sur la façon dont j'ai pu gérer un centime, faire des deniers publics, qu'on me le fasse, qu'on m'en fasse. Je suis prêt à répondre. Mais qu'on ne me dise pas, tu as fait la mangeoire, maintenant tu en es sorti, tu divises les Bamileke et tout. Je divise les Bamileke. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Je m'adresse au Cameroun. Pourquoi on veut me réduire? Mme Foning va me ramener si son univers politique, son sphère politique se limite au Bamileke,
ou aux gens de son village, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Voilà.